Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure sur le cloud public d'Infomaniac. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la présentation de Tempo. Vous allez voir beaucoup de similarités avec ce qu'on a vu avec Loki, notamment dans le fonctionnement global un petit peu de l'outil, en architecture on va dire. Et Tempo, nous on va l'utiliser, alors on en a absolument quasiment aucune utilité, juste pour vous faire découvrir un élément pour compléter la stack d'observabilité, c'est-à-dire qu'on a les logs d'un côté, on a les métriques de l'autre, et le troisième point d'une stack d'observabilité, généralement, c'est le tracing, alors qui est plus ou moins optionnel. Personnellement, je ne considère pas que c'est quelque chose d'une nécessité absolue. Il y a souvent des cases un peu à cocher avant d'en arriver à avoir besoin du tracing. Néanmoins, c'est un outil et c'est quelque chose qui a tendance à se développer de plus en plus avec des fonctionnalités qui deviennent encore plus intéressantes à l'heure actuelle. Alors on va en parler un petit peu au cours de cette vidéo, vous allez voir, et c'est pour ça que je vais vous le faire découvrir, parce que je trouve vraiment l'outil assez intéressant. Voilà, alors dans notre cas de figure, comme je vous le disais, hein, nous on va juste le connecter à Trafic par exemple. Si vous avez des applications, si vous voulez tester des applicatifs, tester aussi le tracing avec du Python, du Go ou autre, comme ça vous l'aurez dans l'infrastructure, vous pourrez le tester. Ce qu'on fera aussi, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que derrière, on va pas également garder tout un tas de stacks comme ça pour pouvoir ensuite conserver aussi, rester sous notre quota des 10 machines. Alors vous pouvez faire la demande éventuellement au support Infomaniac pour étendre, passer à un niveau supérieur, ça vous coûtera pas plus cher, mais ils vont juste vous débloquer éventuellement la possibilité d'avoir plus de machines. Néanmoins, derrière, nous, ce qu'on fera pour faire un petit peu d'économie, c'est qu'on verra soit le tempo, on le mettra avec notre reste de stack d'observabilité, donc la machine de monitoring qui comprend déjà aussi Loki, on mettra peut-être le tempo avec, ou peut-être comme on s'en servira quasiment pas, on aura fait notre petit test et on le mettra à la corbeille après. C'est juste pour le découvrir, parce que derrière, on aura aussi besoin d'avoir plusieurs machines pour notre cluster Kubernetes, donc il faut s'en garder un petit peu sous le pied. Alors tempo, aujourd'hui, donc on reviendra aussi lors de la vidéo précédente, il y a eu dans le test, la démo, je vous ai pas montré, mais en fait comme on avait installé les custom métriques, si on allait sur le dashboard Grafana pour visualiser finalement les actions de maintenance réalisées sur les backups par exemple, eh bien on aurait pu visualiser aussi le tableau qui a été complété. Bon, je vous l'ai pas montré, j'ai bypassé la fin, j'ai été un petit peu plus vite parce que ça durait déjà un petit peu, mais voilà, on aurait pu le découvrir et c'était auto-implémenté puisqu'en fait on avait déjà installé le rôle custom metric, donc du coup on aurait eu notre résultat. Alors tempo aujourd'hui, donc du coup qu'est-ce qu'on a à en dire ? Beaucoup de choses à en dire. Alors, on va essayer de faire concis aujourd'hui, d'essayer d'être assez concis sur les éléments dont on va parler. Alors, qu'est-ce qu'une trace déjà ? Qu'est-ce qu'une trace ? Donc je vous disais, l'observabilité, c'est 3 éléments, voire un peu plus autour. Moi j'ai tendance à rajouter aussi l'alerting, parce que c'est quelque chose qui est hyper important. C'est-à-dire si vous avez du monitoring sans alerting, ça ne sert à pas grand-chose. Si vous avez des logs sans alerting, c'est dommage également. L'alerting, c'est quelque chose qui permet de gagner du temps. C'est quelque chose de primordial, de gagner du temps, de gérer des incidents bien sûr, mais surtout de gagner du temps, c'est-à-dire plutôt que de passer du temps à aller voir des dashboards et que chacun fasse de l'appréciation des éléments avec un dashboard, vous mettez en place de l'alerting tout simplement, et puis bien sûr ça permet plein d'autres choses. Alors les traces, c'est quoi ? Finalement, si on se réfère à une architecture, une architecture finalement, et surtout les architectures un petit peu modernes, c'est des microservices ou des services imbriqués les uns avec les autres, et ça constitue une infrastructure. Alors nous, c'est pas tout à fait le cas de notre infrastructure parce qu'on n'a pas d'applicatif, mais en gros, si on doit se représenter une infrastructure, ça représente quoi ? Ça représente des choses comme ça, c'est-à-dire des parties frontales qui diffusent à des parties un petit peu plus back-end, qui elles se basent sur d'autres outils
encore plus back-end, qui vont faire appel à des bases de données, etc., etc., de cette manière-là. Alors on aura aussi, il y a plein de concepts derrière tous ces éléments-là, hein. On pourrait parler de circuit breaker, plein d'autres choses. Ce principe-là est assez intéressant et apporte beaucoup de choses et de nouveautés, hein. Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de nouveautés liées à ça, et aussi portées par d'autres éléments comme la conteneurisation, comme le cloud et plein d'autres choses. Par contre, eh bien, ce qui se passe derrière, c'est que le besoin, si on prend les choses d'un point de vue un petit peu macroscopique, un peu plus macroscopique, et si on est pragmatique, qu'est-ce qui se passe? Finalement, à chaque fois, on va changer de couleur, on a une requête qui arrive ici, et quand on a besoin de gérer un incident, ou quand on a besoin de découvrir pourquoi on a des latences, ce qu'on a besoin, c'est de comprendre finalement comment, au fur et à mesure des éléments qui sont là, et de la remontée aussi de l'information de cette requête-ci, hop là, je sais plus ce que j'ai pris, voilà, de cette requête-ci, c'est-à-dire l'aller, retour, etc., notre client qui est ici, et bien finalement, comment je fais pour y voir clair dans tout ça, parce que chacun des services va prendre X temps, hein. Si on schématise ici, on va pouvoir dire, tiens, voilà, ici j'ai passé 100 millisecondes, voire 100 microsecondes pour les très performants, mais là en l'occurrence généralement en web on n'est pas très performant, le web n'est pas performant, hein. C'est quelque chose qui est important à avoir en tête, hein. Les échelles de temps au niveau du web c'est absolument pas performant, sauf cas particulier qu'on va dire, mais voilà, un site de e-commerce etc. n'est absolument pas performant. Derrière donc du coup voilà, on a ce cheminement là. Plus derrière, on a des étapes intermédiaires, hein, c'est-à-dire que on peut imaginer que le 100 millisecondes, c'est finalement uniquement la bulle du service qui est là, 10 millisecondes cette bulle-là, 5 millisecondes c'est celle-ci, 50 millisecondes celle-ci, puis on a les latences entre les deux qu'on pourrait rajouter également, et puis à l'intérieur ici, nous, ce qu'on a besoin de savoir aussi, c'est ce qui s'y passe. Donc derrière, vous voyez que ça devient compliqué, les métriques ne permettent pas d'avoir une granularité qui permet d'avoir une bonne vision des choses. Les métriques vont permettre, alors souvent quand même d'avoir des informations au niveau de chacun des services, éventuellement au niveau du réseau également, mais on va manquer un peu de précision pour pouvoir faire du diagnostic plus fin. Les logs également, les logs restent assez macroscopiques, même s'ils sont à l'échelle du service, restent assez macroscopiques, mais ils sont aussi très importants. Donc là, historiquement, on avait les métriques et on avait également du coup les logs qui permettaient d'avoir ces informations là. Et derrière du coup arrive le besoin du coup de ces microservices là de se dire voilà, ce que j'ai besoin c'est de savoir où est-ce que j'ai passé tant de temps, mais avoir une vision vraiment étendue finalement de tout ça mis bout à bout pour pouvoir voir, voilà, j'ai passé 100 millisecondes là, mais j'en passe 10 ici, etc. Et pouvoir le diagnostiquer, le visualiser aussi assez facilement. Et puis au-delà de ça, c'est qu'à l'intérieur de chacune des briques qui est ici, eh bien on a des... quand on reçoit une requête ici, par exemple, on va faire appel à éventuellement plusieurs sous-requêtes, donc qui vont être des select, des insert, qui vont être des appels API à d'autres services, etc. Et bien derrière, du coup, on va avoir on va dire une biodiversité un peu des actions qui sont réalisées à l'intérieur de chacun de ces services. Et derrière, bien, pour pouvoir diagnostiquer la performance de ces outils-là, ce qu'il faut, c'est avoir une vision globale de ces éléments-là pour dire c'est ce service-là qui pose problème, mais en plus, à l'intérieur de ce service, aussi pouvoir découvrir combien de temps on a passé sur quels éléments. Et donc la représentation, on va dire, technique ou en termes d'observabilité de ces éléments-là, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner finalement une visualisation de cette manière-ci avec des éléments qu'on appelle finalement des spans, quoi, en fait, des traces, et derrière les traces sont découpées en spans, et on va avoir finalement des choses un peu comme ceci, c'est-à-dire ici on va avoir par exemple la représentation du premier service, et puis ensuite on va avoir la représentation d'un autre service où on sait que là par exemple on a passé moins de temps sur cette partie-là, et puis on a passé un petit peu de temps après, et puis ça chevauche éventuellement, hein, donc il y a éventuellement de la parallélisation ou de la gestion de flux asynchrone, etc., etc. Et donc cette représentation-là, on essaye de l'avoir comme ceci pour pouvoir très rapidement dire le problème il est sur cette requête-ci et c'est celle-ci qu'il faut traiter. Donc j'ouvre un ticket et je demande au développeur d'aller voir ici, ça tombe bien, quand je regarde mes traces, celle-ci elle correspond finalement à l'insert
into, alors je parle de SQL, mais ça peut être un call API, ça peut être plein d'autres choses, du S3, etc. Et là, ça correspond à l'insert into bidule qui va taper sur la base de données, etc. DB1, mettons, et comment je fais pour améliorer cette performance-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, du coup, on se retrouve avec deux modes d'observation, finalement, grâce à ces traces, qui est le mode d'observation de cette manière-ci, ce qu'on appelle du node, et cette manière-là, donc du coup, c'est ce qu'on appelle des traces avec des spans, pour pouvoir détailler chacun des services et voir un petit peu le détail de ces éléments-là. Alors revenons-en à notre présentation, parce que finalement je la fais un peu sans support et ça risque d'être un peu touffu, mais voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important à avoir en tête, c'est vraiment l'évolution des infrastructures qui amène ce besoin-là, et qui fait que voilà, si on veut rentrer plus dans le détail, ça apporte beaucoup de choses. Tempo, lui, c'est quoi? Finalement, c'est le back-end qui va permettre de stocker tous ces éléments-là. Hein. Comme on stocke des métriques ou on stocke des logs, il va falloir stocker ces fameuses traces qui, elles, pour le coup, il y a un enjeu qui est assez important, c'est que ces traces, vous voyez que finalement, c'est plus fin que des logs, c'est aussi potentiellement plus fin que des métriques, ou plus verbeux que des métriques, et du coup, parce que là, on va avoir un début, une fin, le span en question, le service auquel ça se rapporte, donc il y a potentiellement beaucoup d'informations. Et vous imaginez bien que ça c'est juste pour une requête, donc du coup si on est sur une infrastructure qui a beaucoup d'éléments, bien il faut stocker ça de manière efficace, donc c'est là où Tempo intervient, il est capable de stocker ça de manière efficace. Alors il existe d'autres back-ends ou d'autres back-ends très performants qui viennent apporter aussi des solutions. ClickHouse par exemple permet aussi d'apporter des solutions de stockage de traces quand on a besoin de performance. Tempo lui est vraiment très très spécifique à ça, et ce qui est là où il est intéressant, c'est qu'il permet aussi de stocker ces éléments là sur S3, donc du coup qui dit forte volumétrie pourrait dire coût très important, performance donc SSD, et là on se retrouve avec quelque chose qui peut coûter très cher pour une utilisation qui n'arrive peut-être pas si souvent que ça, donc du coup le stockage sur S3 est quand même assez intéressant. Une trace c'est quoi? Donc du coup c'est un ensemble de spans, donc c'est ces petits blocs à l'intérieur qui représentent finalement des transactions, alors pas au sens SQL, mais au sens plutôt applicatif, de se dire voilà, c'est des interactions avec les datas. Les composants des traces à avoir en tête, donc on parle de service, service ça va être l'ensemble global, et on parle également d'opérations, donc qui sont ces éléments qu'on réalise, de trace ID, donc derrière on va retrouver donc dans cette trace un ID de cette trace, le timestamp bien sûr de start, de end, éventuellement le parent pour pouvoir rattacher cette trace à un autre élément, et puis la durée forcément de cette trace est très très importante. Derrière, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que les traces, du coup, c'est des éléments très fins. Et l'enjeu à l'heure actuelle est vraiment assez intéressant. En tout cas, le paradigme est très intéressant. C'est que du coup, ce qui se passe, c'est que vous voyez qu'ici, comme je vous le disais tout à l'heure, les traces, finalement, si on les regarde, ça peut être finalement des logs, mais de manière plus détaillée, plus éclatée. Les traces aussi peuvent permettre aussi de générer de la métrique, parce que finalement, on a la version très détaillée de l'ensemble des choses, donc on peut aussi générer des métriques qui vont être tout aussi intéressantes que les métriques plus classiques. Et donc finalement, les raisonnements à l'heure actuelle, c'est de se dire, une fois que j'ai les traces, je peux même générer les logs, générer les traces, on va dire, alors je le dis un peu, on va dire de manière flagrante pour donner un peu le déclic, mais derrière, ce qui est important à avoir en tête, c'est de se dire, une fois que j'ai ces données détaillées, je peux en générer éventuellement les métriques et les logs, et ça c'est intéressant parce que ça offre un changement de paradigme sur le stockage des éléments, et de se dire, pourquoi pas stocker les traces et générer les autres éléments à partir de celui-ci. C'est voilà. Alors c'est pas forcément toujours une pratique facile à mettre en œuvre, pas toujours mis en œuvre non plus. C'est relativement complexe. Il y a des outils qui permettent d'apporter des solutions. Il faut savoir les prendre en main également. Donc là, c'est vraiment assez technique. Alors, on a deux représentations de ces traces, du tracing, comme je vous disais. Donc, il y a le fameux node graph, qui est finalement cette représentation-là. Et ça tombe bien, si vous regardez Grafana, si vous avez l'habitude de Grafana, vous allez les retrouver dans les plugins à disposition depuis quelques temps maintenant. Le node, tout simplement, la visualisation en mode node. Et puis, on a le flame graph, qui est finalement cette représentation-là. On a plutôt l'habitude du flame graph pour observer plutôt les appels système, ce genre de choses. Là, c'est une autre représentation, mais c'est valable aussi sous mode de flame graph. Ce terme est aussi approprié pour ce type-là. Alors,
ce qui est important, donc du coup, c'est aussi l'historique de Tempo, la manière dont Grafana a élaboré Tempo. Ils l'ont élaboré pour eux, en interne, pour Grafana Lab. Derrière, eux, ils étaient partis de l'idée de se dire, bah, Tempo, le problème, ça va être de requêter ces masses de données, c'est quand même relativement complexe. Donc quand ils l'ont créé au tout début, ils se sont dit, on va pas indexer beaucoup de choses, un peu comme pour Loki, et de se dire, on va pas indexer beaucoup de choses, ce qui est toujours le cas à peu près, hein. Et pour accéder à ces traces, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y accéder par un sous-élément ou un élément au-dessus qui va nous permettre de déjà trier les choses. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver ce qu'on appelle les exemplars, par exemple, dans Grafana. C'est quoi? C'est la capacité à faire le lien entre une métrique ou un log, une ligne de log donnée, pour pouvoir cliquer dessus et avoir et afficher la trace qui correspond. Et donc derrière, vous voyez que du coup, on arrive par le biais des choses à très rapidement, sans faire une recherche, on va dire, en mode de texte, ou des choses qui sont relativement coûteuses, ou qui vont nécessiter éventuellement de l'indexation, ou de l'indexation inversée, qui est coûteuse, par exemple, comme dans Elasticsearch. Et bien là, eux, ils partent du concept autre, et qui est le fondement même de Grafana, en tout cas de leur philosophie, qui est très très intéressante, c'est de se dire, quand on analyse les choses, qu'est-ce qui se passe? La première chose, en gros, c'est on a une alerte. La deuxième chose, on regarde une métrique par rapport à cette alerte. En tout cas, c'est elle qui a permis de la calculer. La troisième chose, c'est on va ouvrir des logs pour voir un peu plus en détail les choses. Et la quatrième chose, c'est on va regarder plus dans le détail, on va regarder une trace. Et du coup, vous voyez que dans ce cheminement-là, on a déjà présélectionner des choses pour pouvoir accéder aux traces le plus rapidement possible. Donc ça, c'est le concept de Tempo, même si maintenant ils ont beaucoup évolué en termes de performance, etc. Donc on peut faire de la recherche de traces de manière assez performante sans passer par ce mode-là, mais c'est important de garder le concept en tête parce que derrière, si on veut optimiser l'utilisation des choses, c'est toujours intéressant de garder ça, et aussi c'est des process aussi qui sont bons à mettre en place plutôt d'un point de vue métier quand on doit faire du diagnostic. Alors bien sûr, Tempo, c'est de l'open source, ça vient de chez Grafana. Vous avez le dépôt GitHub, vous avez le site officiel de Tempo, et vous avez également donc ce fameux langage, le Golang, qu'on retrouve, on l'avait vu chez Loki, on le retrouve bien sûr chez Tempo également. Donc très performant bien sûr. Alors les features, si on doit en retenir quelques-unes, il y en a encore plein d'autres au niveau de Tempo, et ça continue d'évoluer. Il faut savoir que Grafana avait repris Jaeger, qui est un outil aussi de tracing, comme Zipkin aussi, des outils de tracing qui sont historiques, on va dire. Il y a eu aussi le mouvement de Open Tracing, Open Census, donc avec une fusion alors c'est pas des protocoles, mais c'était des normes, en tout cas des choses qui se mettaient un peu en place, comme pour l'Open Metrics, et derrière tout ça a donné lieu, par exemple, à l'Open Telemetry, donc qui est plus récent, et qui est aussi un format qui est assez intéressant. Derrière, donc du coup, les features présentes dans Tempo, on peut faire du stockage local ou du S3. Alors nous, on va commencer par du stockage local, comme pour Loki, pour déjà mettre en place les choses. Mais surtout, alors nous, dans notre cas de figure, c'est pas très intéressant. On cherche pas à manager les coûts, on cherche pas à avoir des gros volumes. Mais surtout, quand on est dans le monde de l'entreprise, c'est très important de très vite faire en sorte que ces outils-là écrivent sur S3. C'est pensé pour, et surtout, c'est fait pour limiter les coûts. Les coûts de S3 versus un coût de SSD ou même de HDD, il n'y a pas photo. Derrière, on va dire, grosso modo, du S3, c'est 15 € du Tera, et encore, ça peut être moins que ça. Donc là, pour stocker des choses comme ça qui peuvent être relativement volumineuses, c'est extrêmement intéressant. Alors certes, on perd un petit peu en performance, mais grosso modo, les outils sont pensés aussi pour rester relativement performants, c'est-à-dire quelques secondes, pour pouvoir diagnostiquer assez vite les choses. Alors ça veut dire aussi prendre en main ces stacks-là, c'est-à-dire que si on reste sur du Loki ou sur du Tempo en mode mono-service, ça on a déjà évoqué ça au niveau de Loki, au niveau de Tempo c'est aussi valable, bien sûr on va pas être très performant, ce qu'il faut c'est pouvoir aussi scaler derrière les applicatifs qui vont pouvoir attaquer en parallèle le S3 pour retrouver plus rapidement possible les données. L'autre feature qui est aussi très intéressante de Tempo, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir générer de la métrique à partir de la trace. La trace étant une version détaillée, donc du coup on peut, si on a le plus de détails, on est bien sûr capable de remonter plus haut et de générer ces éléments-là.
il n'a pas besoin de back-end supplémentaire. Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant. Si on prend Jaeger par exemple, Jaeger, lui, ce qu'il avait, c'est la nécessité d'avoir derrière un back-end. Donc c'était un back-end c'est un back-end de trace, mais il est un peu déprécated. Mais derrière, Jaeger, lui, n'était pas le back-end final finalement des traces. C'est pas là où étaient stockées les traces. Derrière, il fallait soit un Elasticsearch, soit un Cassandra ou un Scylla, et derrière, donc du coup, voilà, ça nécessitait aussi de prendre en main ces technos-là, qui sont pas forcément très évidentes à prendre en main. En tout cas, c'est une brique supplémentaire à prendre en main pour les traces, où voilà, on a déjà une surcouche au-dessus aussi à prendre en main. Donc c'est un peu dommage. Il y a Zipkin, donc derrière, dans l'écosystème existant, avant Tempo, il y avait Jaeger, Zipkin, OpenTelemetry qui arrive à peu près en même temps que Tempo, voire même un petit peu après, mais Tempo a su évoluer, et lui ce qu'il fait, c'est qu'au lieu de réinventer un standard, on va dire, eh bien, lui, il propose d'utiliser ces protocoles-là, finalement, alors c'est pas vraiment des protocoles, mais de réutiliser comment on va dire, les moyens d'échange, en tout cas, je perds les mots, c'est pas grave, mis en place par Jaeger, Zipkin ou OpenTelemetry. Donc du coup, ça, on va le retrouver dans la configuration, et c'est ce qui va permettre derrière de pouvoir relativement facilement mettre en place Tempo, parce que s'il y avait en plus déjà du tracing mis en place, on va juste mettre en place Tempo, on va dire ok, on garde toujours le même protocole grosso modo, et c'est parti. Alors pour les logs, on avait LogQL, pour les métriques, on a PromQL, eh bien on a TraceQL ou MetricQL, on a TraceQL pour le langage de trace, et qui s'apparente un peu grosso modo, on retrouve toujours l'origine, un petit peu le PromQL qu'on retrouve en origine de tout ça, pour retrouver l'utilisation un petit peu facile, les principes de label ou ces choses-là qui sont sous-jacentes. Et puis on a cette notion d'exemplaire, comme je disais, qui permet de faire des liens à la fois visuels, mais aussi en matière de stockage, entre les logs et les métriques, donc ça c'est très très pratique. Alors quoi d'autre encore grosso modo, Tempo, son architecture, il faut la reprendre comme si on était dans Loki quasiment. C'est assez similaire, on a juste deux modes par contre, le monolithe, donc c'est-à-dire on a juste Tempo, nous c'est ce qu'on va utiliser, et puis il y a le mode microservice où là on va éclater Tempo et on va essayer de scaler ce qui est nécessaire pour garder de la performance et gérer de plus gros volumes. Mais ça c'est quelque chose qui est assez important. Alors dedans on retrouve une notion de serveur, et puis on retrouve bien sûr deux passes, deux actions majeures, l'écriture d'un côté, la lecture de l'autre, avec des enjeux bien sûr qui sont un petit peu différents. Ce qu'on avait déjà dans Loki, et on retrouve le même process que Loki. En amont, par exemple, si on prend le pass d'écriture, en amont, on a le distributeur qui permet lui de recevoir les traces de différents formats. Comme on disait, on a Jaeger, on a Zipkin, OpenTelemetry, il va recevoir tout ça, il va faire une homogénéisation, et il va permettre ensuite d'activer les ingesters, donc un à plusieurs, si on est en mode microservice, sinon tout est packagé. Et ces ingesters, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont batcher les traces, pour pas les écrire une à une, en bloc, et pouvoir les ingérer derrière, suivant notre cas de figure, soit en local, soit dans un S3 par exemple, derrière, qui est plutôt préconisé. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que l'ingester, lui, il fonctionne avec un système de wall, qu'on va dire write ahead log, hein, comme on l'a déjà vu dans Postgre, comme il y a déjà aussi au niveau de Loki également. Donc lui, il intervient bien sûr beaucoup dans l'écriture, mais aussi dans une phase de lecture. Si jamais les données sont encore présentes dans l'ingester et qu'on a une requête qui arrive en lecture, eh bien, si les données sont déjà présentes dans l'ingester, dans les walls, hop, la donnée va être tout de suite remontée plutôt que d'aller la chercher sur S3 où ça va demander un petit peu de temps, etc. Ensuite, on a le metric generator. Lui, il faut le voir comme un système un petit peu parallèle, mais qui entre dans la phase d'écriture, qui va permettre de générer les métriques, les fameuses métriques à partir de traces. C'est, on va dire, optionnel, hein, bien sûr, mais c'est une possibilité et c'est assez intéressant. Et il va pouvoir pusher vers un remote write. Donc là, on retrouve toujours les termes classiques, remote write, qu'on a déjà vu avec Victoria Metrics, qui existe, on va dire, qui émane de Prometheus. Donc c'est là où on va pouvoir écrire la métrique. Et puis enfin, on a une partie
storage. Donc on va retrouver soit ça va être du local, soit ça va être du S3, grosso modo, mais bien sûr à privilégier du S3. Nous on va le faire en local au début. On fera peut-être une passe sur Loki et sur Tempo pour les mettre sur S3. Alors, hop, j'ai dézoomé un petit peu. Donc derrière, ensuite, on a l'autre pass qui est hyper important aussi, hein, c'est la lecture. Ça se fait à travers Grafana, mais pas que Grafana. Il y a aussi, on peut utiliser, comme pour Loki, de la ligne de commande pour interroger les traces également. On a en amont donc le query front-end, donc c'est vraiment la partie frontale qui prend les requêtes de lecture, il les reçoit, il les split pour les donner à ce qu'on appelle les queryers. Donc on en a un. Tout peut être complètement packagé hein, quand on est en mode monolithe. Et eux, leur but, c'est de trouver la réponse. Quoi qu'il arrive, ils vont très très vite. Ils vont aller sur le S3, en local, trouver la réponse, éventuellement passer auprès de l'ingester avant pour voir s'il n'y a pas déjà des walls qui contiennent la donnée, la trace, et récupérer déjà des éléments. Et puis à côté, donc, il va falloir gérer, manager le S3, faire sortir, gérer des règles de rétention, etc., faire sortir de l'information. Donc on a un système de compactor, un petit peu comme ça existe sur Thanos par exemple, qui eux ont pour but de réduire les blocs au maximum de stockage et de gérer la rétention. Donc les ingesters peuvent intervenir aussi bien sûr dans ces phases-là. Alors ce qui est important aussi à avoir en tête, nous on va pas s'en servir, mais c'est très important à avoir en tête pour les patterns à mettre en place quand on est dans le monde de l'entreprise vraiment. C'est les pipelines intermédiaires. C'est-à-dire qu'on a notre tempo, on a des générateurs de traces, et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter l'un directement à l'autre. Ça, c'est pas la best practice. Alors nous, ça va bien parce qu'on va juste s'amuser avec. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis en place. Mais entre les deux, généralement, on va utiliser un système de collector. Donc soit OpenTelemetry Collector, soit Grafana Agent, qui est aussi en mesure de le faire, pour faire différentes actions. Dans les actions qui sont très importantes à faire, c'est la possibilité de faire du sampling, c'est-à-dire de l'échantillonnage. On va pas forcément récupérer toutes les traces pour les écrire dans Tempo. Parce que derrière, comme je vous disais, ça prend de la place. Alors Tempo permet du 100% sampling, c'est-à-dire récupérer la totalité et les écrire en totalité. Mais derrière, c'est plutôt une bonne pratique aussi de se dire, voilà, quand je suis sur des très grosses infrastructures, on va pas tout prendre. Et dans ces notions de sampling, il existe deux cas de figure, le tail-based sampling ou le head-based sampling. Donc là, c'est deux choses qui sont importantes. Il faut imaginer donc notre trace avec ces différents spans dedans. Le tail-based sampling, c'est comme si on prenait tout ce qui est généré au fur et à mesure et on en prend X%. Donc là, on prend les spans au fur et à mesure, on réfléchit pas trop, et hop, on écrit que 10% à chaque fois, on échantillonne dessus. Le head-based sampling, lui, il est assez intéressant, c'est qu'il permet de se dire, ok, je fais un échantillonnage vraiment sur les traces, et j'attends la fin de la réalisation d'une trace donnée pour faire mon sampling, et donc j'ai un bloc cohérent que je vais pousser. Même si j'en garde que 10%, je garde des blocs cohérents que je vais pousser. Ça, c'est assez intéressant pour le coup. Alors l'autre rôle également très important de ce pipeline intermédiaire qui est fait soit par OpenTelemetry Collector, soit par Grafana Agent par exemple, c'est aussi de batcher les traces. Et oui, on est sur un système de back-end, de base de données finalement. Batcher, ça va permettre d'écrire beaucoup plus vite, beaucoup plus en masse de gros volumes très rapidement. Donc on va garder des traces, on va les concaténer, les regrouper plutôt, et on va attendre d'avoir 1000, 10 000 traces, et hop, quand on va les avoir, on va les écrire. Donc ça permet d'être plus performant en écriture, et c'est quelque chose qui est très très important. Et puis derrière aussi, il va permettre de faire du tri, alors pas sur une base de sampling cette fois-ci, mais plutôt sur une base de filtering, pour filtrer, et de se dire, moi ce que je veux, c'est que les traces de tel service, ou que les traces qui sont en erreur, ou que tel type de traces, et là, hop, on va faire du pipelining, on va filtrer, et on va pas envoyer la totalité dans Tempo. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, donc voilà cette brève vidéo dédiée à l'introduction de Tempo, la notion de tracing, qu'est-ce que ça recouvre. Nous, on va faire quelque chose qui va être nettement moins poussé que tout ça. Le but, c'était vraiment de vous initier pour les gens qui ne connaissent pas au tracing. Donc on va voir la mise en place
Vous allez voir que c'est très très simple avec Traffic. On va pouvoir le connecter directement à Tempo et il va récupérer les informations. On aura nos traces de stocker dans Grafana. L'idéal, ça serait de développer ensuite des petits applicatifs à base de Python ou de Go, peu importe, pour générer des traces et pouvoir imbriquer tout ça au fur et à mesure, l'arrivée dans Traffic de requêtes, la réalisation de transactions par ces scripts Python par exemple, et pouvoir afficher tout ça dans Grafana. Nous on n'ira pas aussi loin, désolé, mais voilà, on peut pas tout faire non plus, peut-être qu'on fera ça plus tard pour le coup. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner surtout, c'est très très important pour soutenir la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, ciao à tous.